on a aidé nos clients à partir du moment où on est arrivé à générer un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. En général, le vrai bag de cash, tu le prends quand tu vends un business. J'ai l'impression qu'il y a un mythe, c'est que les personnes se disent là je lance une brand, faut que je sois prêt pour Black Friday. On l'a tellement fait, en vrai je veux dire des centaines de fois, mais on l'a vraiment fait des centaines de fois. Déjà en fait le plus important pour moi sur une brand c'est... Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Julien, je suis le cofondateur de Creative Custom. Cette vidéo annonce un nouveau format. On aura la chance d'interviewer de nombreux entrepreneurs comme aujourd'hui où j'ai l'honneur de vous présenter Swan Kenzo, le fondateur de l'agence Brabus Media. Aujourd'hui, il va nous raconter son passé et son parcours pour montrer comment il en est arrivé jusqu'ici. T'as peut-être déjà entendu parler de lui avec son projet Moon Boys et son agence Brabus Media qui accompagne des marques et maintenant aussi accompagne des entrepreneurs. J'ai aimé sa franchise et son honnêteté. J'espère que tu auras appris autant que moi dans l'interview et qu'elle t'apportera beaucoup de valeur. Donc j'espère que tu vas bien, Swan. Yes, bah écoute, ça va super, merci. En tout cas, merci de nous avoir invités à cet événement et puis nous laisser un peu de temps pour te poser quelques questions. Bah avec plaisir, merci à vous d'avoir filmé l'event et tout le reste quoi, c'est cool. Okay. Bah, j'espère en tout cas ça va te plaire. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les gens qui te connaissent pas, ton parcours, ce que tu as peut-être pu réaliser Ouais, bah je vais me présenter. Alors mon parcours il commence à avoir plus aucun sens depuis quelques semaines. Mais bref, donc moi je m'appelle Swan, je fais de l'e-commerce depuis à peu près 7 ans. Voilà, donc j'ai fait de l'e-commerce pendant 2-3 ans, après j'ai créé une agence, j'ai continué mes brands, j'ai scalé mon agence, j'ai fait pas mal de choses avec, donc j'ai aidé les gens à créer, scaler et revendre leur marque DTC. Après j'ai scalé mes propres DTC, je suis en train d'en revendre certaines, d'en continuer d'autres. Puis voilà, après bon, j'ai fait 2-3 trucs à côté, j'ai développé un programme dans lequel en fait on a packagé le service de l'agence, parce que bon, le Done for You, si vous en faites, vous savez que c'est pas si scalable. Et bon, j'ai fait pas mal de trucs à côté, comme je disais, et voilà, là, ça commence à être un peu bizarre comme parcours depuis quelques semaines, avec pas mal de crypto, de NFT, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, beaucoup d'e-com, d'agences en background. Ok. Et du coup, pour les personnes qui connaissent ton agence ou qui la connaissent pas, aujourd'hui, Brabus Media, c'est de l'accompagnement pour les marques. C'est aussi vous lancez vos marques vous-même, et vous faites aussi du coup vous formez des entrepreneurs pour qu'ils lancent leur marque. C'est ça. En gros, ce qu'on a fait en Done for You pendant à peu près 3 ans, c'est qu'on a accompagné des clients à créer, scaler, développer leur marque e-commerce. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, plus sous forme de Done for You, mais sous forme de Done with You, avec un programme, des masterminds comme aujourd'hui, une communauté. Et donc, on aide les personnes qui ont des business e-commerce ou qui font du dropshipping à soit transitionner, soit créer des business e-commerce long terme. Long terme et surtout très rentables, qui sont des vrais assets, des vrais actifs. Et du coup, à l'agence Brabus Media, est-ce que tu pourrais peut-être parler de chiffres? Vous accompagnez combien de clients? C'est combien de marques vous avez lancées? Alors les clients, j'ai arrêté de compter, mais plus d'une centaine, ça c'est sûr et certain. Des gros clients, quelques dizaines. Après en termes de chiffres, bon bah c'est subjectif, mais on a aidé nos clients à partir du moment où on est arrivé, et après ce qui s'est passé, à générer un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Donc voilà, après ça fait assez longtemps qu'on travaille avec plus tout ça. Et après nous, nos marques, on en a plusieurs qu'on fait multiple 7 figures, etc. Donc on n'a pas des marques qu'on fait 50 millions, pas encore, mais on a des bonnes petites marques qui se débrouillent très très bien et qui sont assez cool à faire et à run. Donc voilà. Ok. Et du coup peut-être une petite question un peu plus personnelle, sur l'agence. Vous faites quand même 3 domaines d'expertise, même plus. Tu fais d'autres projets à côté. Comment tu fais pour manager tous ces projets? Après j'imagine que t'as pas construit ça en un jour, mais voilà, comment t'as peut-être une équipe derrière? Vous êtes combien dans l'équipe par exemple? Alors là, on est un peu moins parce qu'on change de business model. Mais bon, déjà, c'est un conseil que je donnerais, c'est de pas essayer de faire plusieurs choses à la fois. C'est vrai qu'on fait quelques trucs, mais au final, si tu veux, c'est plusieurs trucs dans la même sphère, tu vois, dans le sens où c'est des projets qui ont des synergies entre eux. Par exemple, créer mes marques et teacher aux gens H24 comment et les aider à créer et à scaler leur marque. C'est les mêmes équipes et c'est les mêmes compétences, parce que les équipes qui m'accompagnent sur mes brands sont les équipes qui m'aident à scaler mon consulting, parce qu'ils font exactement les mêmes choses, influence marketing, management, etc. Donc au final, il y a quand même des synergies. Je fais pas plusieurs activités complètement différentes qui n'ont rien à voir. C'est 2 side projects au sein d'un projet avec les mêmes équipes sur les mêmes expertises. Et du coup, donc une de votre expertise dans votre agence, l'influence marketing. Comment tu pourrais expliquer peut-être aux personnes qui ont une marque en D2C, mais ils sont vraiment sous Google Ads ou Facebook, comment tu pourrais leur expliquer ce que c'est l'influence marketing? L'influence marketing, je crois que la réponse est dans le nom. Je
Je pense que tout le monde sait ce que c'est à peu près. Enfin, c'est le fait d'utiliser des influenceurs, peu importe le réseau social, peu importe le reach, pour promouvoir sa marque. Après, je pense que ce qui compte plus, c'est comment est-ce que ça s'utilise. Pour quel type de produit. Enfin, c'est une science peu exacte en fait. Il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents dessus. Nous, on l'utilise beaucoup. Bien sûr, c'est pas notre canal d'acquisition. Notre unique canal d'acquisition. Une marque aujourd'hui DTC, pour être performante, elle doit être omnichannel. Et l'influence marketing, c'est clair que c'est intéressant quand c'est un des canaux d'acquisition, mais ça vient toujours avec le reste, Facebook, Google, Snapchat, les emails, la totale, quoi. Et du coup, est-ce que le marketing influence, ça s'adresse à toutes les marques? Je veux dire, enfin, une marque qui est pas du coup ce marketing influence de base, est-ce qu'elle peut s'en servir? Est-ce qu'il y a des types de niches, par exemple, ou de profils de marque pour le marketing d'influence, où tout le monde peut le faire? C'est comme En fait, tu peux faire du marketing d'influence tu peux promouvoir n'importe quoi. Est-ce que tu peux promouvoir tout de manière rentable? La réponse c'est non. Il y a certains types d'approches. En fait, déjà, il faut un objectif de campagne. Est-ce que tu vas utiliser un influenceur pour faire une story avec un swipe up et essayer de rentabiliser ton post directement? Est-ce que tu vas utiliser un influenceur pour sa notoriété, en fait, donc pas viser une rentabilité tout de suite, mais l'utiliser en fait pour s'associer au nom de ta marque et toi avoir plus de preuves sociales? Donc voilà, déjà il y a un objectif de campagne à définir. Derrière, une fois que ton objectif de campagne est défini, là il faut regarder les KPIs, il faut savoir comment s'y prendre. Bien sûr, tu peux vendre sur Facebook des produits qui vont pas du tout marcher avec une approche de conversion directe, donc c'est-à-dire vouloir rentabiliser tout de suite sur Instagram, genre je pense aux gadgets, genre les trucs anti-moustiques et tout, voilà, qui marchent bien sur Facebook, un peu tech, ça a du mal à prendre en influence. Tout ce qui est par contre, voilà, plus général, beauté, petits produits cosmétiques, produits par exemple appareils électroniques pour le visage, ça marche très bien en stratégie de conversion directe. Voilà, il y a des exceptions, les vêtements ça marche très bien aussi. Les thés, etc., etc. Ok. Voilà. Et du coup, pour une marque qui lance son influence marketing, comment tu lui donnerais des conseils pour qu'elle se lance? Est-ce que tu passes par des agences? Est-ce que toi comment elle trouve ses premiers influenceurs pour se lancer sur ce... Honnêtement, alors encore, il y a différents types d'agences et ta stratégie influenceur va dépendre de ta stratégie de marque. Est-ce que du coup tu veux faire des nanos et des micros parce que tu as un petit budget et tu dois avoir de la preuve sociale pour aller booker des plus gros influenceurs? Est-ce que tu veux directement aller taper des posts pour avoir de la preuve sociale avec des influenceuses qui ont de la notoriété dans leur domaine? Donc ça, il faut voir. Après, honnêtement, il y a beaucoup d'agences qui revendent des profils ou des posts. Il y en a très peu qui sont professionnels. En tout cas, les agences qui travaillent avec des marques qui débutent, ou en tout cas qui sont des mi-marques, mi-dropshipping, ça va être très compliqué. Moi, personnellement, j'ai des équipes en interne qui gèrent ça. Après, je pense que le mieux, c'est d'aller voir des nanos et des micro-influenceuses que vous trouvez, soit sur Instagram directement, soit sur des plateformes de micro et nano-influx comme Influence4You ou autres. Et vous trouvez des nanos et des micro-influx, ça coûtera moins cher, le ROAS c'est plus intéressant. Et pour démarrer une brand, avoir de la data, c'est toujours plus cool. Après, encore une fois, ça doit vraiment venir en complément avec au moins, si vous n'avez pas des ads en cold sur le reste, avec au moins un back-end solide, retargeting, etc. Si vous comptez seulement pour le post pour rentabiliser, ça va être beaucoup moins rentable que normalement. Et du coup, pour une marque qui veut, par exemple, qui a d'autres canaux où ça fonctionne bien, elle teste marketing d'influence, ça commence à bien prendre. Est-ce qu'on peut quand même envisager une stratégie de scaling? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'on augmente les placements? Est-ce qu'on teste de nouveaux marchés? À fond. Alors moi, je suis pas fan de l'option de partir sur de nouveaux marchés directement. Je pense que justement, les achats en fait dans tous les types de pubs, la conversion passe par la répétition et plus tu vas exposer quelqu'un à tes publicités cross-plateforme ou sur la même plateforme, plus elle va être à même d'acheter. Les gens achètent rarement dès la première fois qu'ils voient un produit. Et en fait, du coup, une des stratégies qu'on utilise beaucoup et que beaucoup de brands comme des brands qui utilisent très bien les influenceurs comme comment ils s'appellent? C'était petites montres Daniel Wellington. Ouais. Voilà, en fait, eux, ils font de l'audience overlap, c'est-à-dire qu'ils prennent des influenceuses qui ont la même audience, qui voient du coup le post plusieurs fois. Tu mets ça, tu mets des pubs, tu mets des emails. Donc l'idée, en fait, moi, je pense déjà qu'avant de vouloir changer de marché, il faut cartonner sur un marché et atteindre ce stade, en fait, où vous êtes sur toutes les plateformes avec tous les influenceurs, en tout cas le plus d'influenceurs possible, pour avoir cette audience overlap. Et là, vous allez passer à un point, en fait, où vos rentabilités vont se décupler. Après ça, vous pouvez commencer à rajouter des produits, à augmenter votre capacité à payer plus cher pour acquérir un client. Et après, seulement après, ça peut être intéressant, une fois que vous avez les épaules, la supply chain qui tient la route, d'aller chercher d'autres marchés. Mais tant que vous tant que vous saturez pas votre marché à fond, et encore, c'est un grand mot, saturer, on se comprend pour ceux qui font du e-com, ça vaut pas le coup d'aller éparpiller ses efforts, quoi. Et du coup, là, on est fin août. Là, dans un mois, il y a le Q4 qui arrive. Même dans moins de 3 mois, le Black Friday. Quel conseil t'aurais pour une marque qui
qui doit préparer son Q4, est-ce que peut-être qu'elle doit déjà le préparer de cet été, ou elle l'aurait dû? Est-ce que toi, comment tu fais pour, par exemple, pour ce Q4, comment tu prépares le lancement de tes marques? Est-ce que tu as des objectifs particuliers? Des objectifs, ouais, ceux de vendre le stock qu'on a prévu de faire. Déjà, en fait, le plus important pour moi sur une brand, c'est la fluidité des opérations. Si ma supply chain ne tient pas la route, j'aurais beau avoir le meilleur marketing, il va rien se passer. Ou en tout cas, il va pas se passer des choses très, très, très cool. Donc pour moi, la priorité, c'est la qualité du produit, la supply chain. Est-ce que j'ai mes produits en temps, en heure? Il faut faire les productions, il faut s'assurer que ce soit de bonne qualité, que ce soit livré vite aux clients. Donc ça, c'est le premier pilier. La deuxième chose, après, c'est bien évidemment préparer mon marketing et que mon marketing et mes budgets marketing soient en accord avec la capacité de ma supply chain à tenir sur Q4. Quand est-ce que je refais mes stocks? Parce que ça peut aller vite. Tu mets 1 mois et demi à faire un stock, tu le fais maintenant, tu l'as dans 1 mois et demi, tu mets 3 semaines pour le vendre, t'en recommandes un, Q4 est terminé. Ouais, voilà. Donc, faut bien planifier ça, bien planifier son marketing. Les ads coûtent cher, les influx sont bookés. Donc, premièrement, supply chain et fluidité de vos opérations. Ensuite, marketing, du coup, en accord avec ce que vous pouvez gérer. Et après, vous envoyez. Ok, donc par exemple, tu testes déjà tes offres avant le Q4, bien avant, pour savoir, pour être prêt en fait sur le. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un mythe, c'est que les personnes se disent, là, je lance une brand, faut que je sois prêt pour Black Friday. Okay. En fait, si vous lancez une brand et que vous lancez pour Black Friday, il va rien se passer. Les marques qui font cash out au Black Friday, c'est des marques qui, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vont créer de la hype et déjà qui ont une audience. Gymshark, s'ils sold out à chaque fois comme ils font, c'est qu'ils ont une hype, ils ont une audience à fond. Ils run du retargeting, ils font des campagnes d'email avant, pendant, après. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est à cette période, certes, ça va convertir plus, mais vous dites pas, je vais mettre le paquet, je vais essayer de vendre une marque pour Black Friday parce que ça va convertir 4 fois plus. Si vous débarquez de nulle part et que la brand est nouvelle, non, ça va pas convertir 4 fois plus. Vous vendrez peut-être un peu plus, mais ça va pas, vous allez pas devenir millionnaire. Et est-ce que du coup, tu as des conseils pour se démarquer de la concurrence, si c'est pas par le produit? J'entends par là peut-être par l'identité de la marque. Est-ce que tu as des piliers qui sont importants dans une marque? Ça dépend dans quel marché tu taffes, ça dépend des concurrents. Okay. L'idée en fait, c'est d'arriver, peu importe ton projet, que ce soit de l'e-com ou autre chose, c'est d'arriver, de mapper ton environnement concurrentiel et d'aller mapper les forces et les faiblesses de tout le monde. Toi, à partir de ça, tu te dis OK, ça, je peux mieux faire. Donc quand on lance un projet, on va mapper les 10, 15 concurrents, on va acheter chez tout le monde, on va reverse engineer, on va essayer de voir chaque faiblesse. Est-ce que nous, on peut faire un meilleur site, avoir un meilleur branding, augmenter nos prix, la qualité du produit, la qualité du service. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais l'idée en fait c'est que tout ce qui peut vous donner un avantage concurrentiel, il faudrait essayer de se mettre dessus. Ça peut être la qualité du produit, les délais de livraison, la qualité de vos créatifs, vos pubs, votre retargeting, votre site, votre branding. Voilà, chaque élément qui vous différencie et vous rend un peu meilleur et plus difficile à imiter aussi en tant que brand. Pour votre, du coup là, Brabus Media, vous avez plusieurs marques. C'est quoi ta stratégie à long terme sur tes marques? Est-ce que c'est voilà, là t'as des marques sur le long terme, mais est-ce qu'il y a un but final derrière ça? Est-ce que tu veux faire des exits? Enfin, je sais pas, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Le but c'est carrément de les revendre. C'est carrément de les revendre. Moi personnellement, toute la trésorerie des brands, je les laisse dans les brands. Ceux qui sûrement regarderont cette vidéo, qui ont fait 10 millions, 20 millions, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on sait très bien qu'on n'est pas sur des marges de 40%. Donc, et de tous les cas, pour moi, en général, le vrai bag de cash, tu le prends quand tu vends un business. Les startups, les exits, les rachats d'entreprises, c'est là où c'est intéressant. Et du coup, moi, c'est pour ça que je travaille, parce que voilà, encore une fois, je suis là pour faire du long terme, pour vendre des trucs qui me plaisent. Donc, moi, je vise que des exits. Et du coup, je vais peut-être revenir sur une question un peu plus personnelle dans ton parcours entrepreneurial. Ouais. C'est quoi je sais pas, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ton parcours qui t'a vraiment fait changer la donne? Peut-être, je sais pas, un mentor, un livre ou quelque chose dans ton business une action qui t'a fait, peut-être, ou même dans le long terme, enfin. Les douches froides. Les douches froides. Je déconne. Aucune, pas de référence voulue. Est-ce que t'as quelque chose, je sais pas, genre que t'as mis en place qui t'a fait peut-être changer complètement ton développement de ton entreprise? Pour moi, le développement de mes business, sain ou pas, ça passe par mon développement personnel. On n'a pas de problème de business, on a des problèmes perso qui se reflètent sur notre business. Et ouais, quand j'ai commencé à comprendre que, voilà, en tant qu'entrepreneur, et voilà, j'essaie d'être très très efficace, d'être, comme on dit, high performer. Ouais, je dois traiter mon corps, mon esprit comme un high performer, comme un athlète, optimiser ma nutrition, optimiser mon énergie, tout ça. Et ouais, ça a changé beaucoup de choses. Parce que du coup, forcément, j'étais plus performant dans mon taf. Et après, honnêtement, moi, le meilleur conseil que je puisse donner, qui a changé aussi la donne pour moi, c'est de se concentrer sur moins de choses. Ce que je fais en ce moment, be one thing. Ça veut pas dire ne faire qu'une seule chose. Ceux qui ont lu le livre comprendront ça. Mais voilà. Pour moi, aujourd'hui, ce qui tue le plus de business, c'est mon avis et c'est aussi de ça que j'essaie de
de m'écarter. Ouais, c'est pas le manque d'opportunités, c'est le trop plein d'opportunités. Faut savoir choisir quelque chose. Faut savoir aussi changer. Faut savoir tester plusieurs choses. Mais quand vous avez quelque chose qui vous plaît, faut pouvoir se concentrer dessus et envoyer, quoi. Et être à fond. Savoir dire non beaucoup aux opportunités tout le temps. Et est-ce que dans les 3 dernières années que t'as, du coup, dans ton aventure entrepreneuriale, est-ce qu'il y a eu quelque chose, je sais pas, vraiment un échec qui t'a marqué, ou t'as eu du mal à te relever, ou quelque chose un élément qui t'a peut-être perturbé? Qui m'a traumatisé. Ouais, qui t'a traumatisé. Non, honnêtement, il y a eu plein de trucs bien, il y a eu plein d'échecs, il y a eu plein d'erreurs, et tant mieux, encore une fois, pour moi, c'est un blessing, les erreurs. Ces 3 dernières années, c'est passé pas mal de choses. Après, comme ça fait vraiment pas mal d'années que c'est mon H24 motivation sur ça pour atteindre mes objectifs. J'arrive quand même à passer à travers les phases, parce qu'il y en a, ça c'est le côté de l'entrepreneuriat qu'on montre pas, mais voilà, on passe tous par là, on passe tous par des phases où c'est dur, on doute, on se dit putain, j'ai envie d'arrêter, putain, est-ce que je suis stupide, est-ce que c'est moi qui suis con, ou est-ce que c'est tous les autres qui sont, bref. Donc, il y a rien eu d'étonnant, quoi. Il y a eu des personnes, des associés, qui t'arnaquent. Ça veut juste dire, protège-toi par des contrats et choisis bien les personnes avec qui tu travailles. Donc ça, c'est cool d'apprendre ça. Il y a eu des personnes, des équipes qui copient, qui partent, qui volent. Ça veut juste dire, choisis mieux tes employés et fais des contrats. Donc, pour moi, honnêtement, il y a rien eu qui m'a secoué. J'ai juste eu des très bonnes leçons qui me serviront à fond et je suis super content d'avoir fait toutes ces erreurs. J'ai rien fait qui m'a mis en grand danger ou autre. Globalement, t'en tires du positif, ouais. Que du positif. Mais même si c'était une énorme erreur, et j'en ferai sûrement encore plein, c'est toujours du positif. Parce que, ouais, pour moi, c'est juste des bonnes leçons. Il suffit du moment que tu reproduis pas l'erreur et qu'à chaque fois que t'en fais une, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que j'en tire? C'est cool, tu vois, j'avance. Je suis content d'avoir fait l'erreur. Pas d'ego. On avance, tu vois, t'es plus près de l'objectif. Le succès, c'est juste plein d'erreurs, tu vois. Donc, je suis super content d'avoir fait tout ça. Ça m'a pas traumatisé. Je pense que j'en suis à un stade depuis 3 ans où je sais que ça fait partie du jeu. Je sais que les moments durs, ça fait des bons souvenirs. C'est ça qui, pour moi, fait que ce game est cool, tu vois, fait que c'est cool de se réveiller et d'aller dans les tranchées, tu vois, en tant qu'entrepreneur, même si c'est dur. Donc, ouais, comme disait une grande figure politique, j'ai le cuir tanné, tu vois. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Hollande. Mais bref, voilà, pour la conclusion. Et là, du coup, j'ai vu récemment que tu as fait une vidéo sur YouTube avec Tougan. Tu lances sur d'autres projets NFT. Est-ce que, c'est trop fun, putain. Est-ce que sur les, ça fait 3-4 ans que tu fais du e-commerce, à peu près? 7 ans. 7 ans, ok, bon. Pas au début, c'était, j'imprimais des t-shirts, j'en vendais des bracelets, okay, ouais. Prix, mais ouais. Et, est-ce que tu te vas où, je sais pas, l'année prochaine? C'est quoi tes projets? Toujours dans l'e-commerce? Est-ce que peut-être tu peux en parler ou... Je vais être transparent. L'e-commerce, ça m'a saoulé. Je le fais parce que je sais le faire, mais il y a plus rien d'excitant dans le sens où on sait à quoi s'attendre quand on lance. Et puis, on l'a tellement fait. En vrai, je vais dire des centaines de fois, mais on l'a vraiment fait des centaines de fois, que ce soit pour nos clients, nos potes, nos brands, pendant des années. Voilà, on a compris le process. Aujourd'hui, ça fait super plaisir de pouvoir l'apprendre à d'autres personnes et encore une fois, on est loin d'être les meilleurs, mais je pense qu'on en est à un stade où on a appris suffisamment pour apporter de la valeur à des gens qui en sont pas à ce stade. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'être le meilleur dans quelque chose pour le teacher, d'ailleurs. Mais honnêtement, voilà, l'e-commerce, ça m'a saoulé. Beaucoup de blocages, beaucoup de trucs relous, beaucoup d'équipes, les kick-off le lundi. Et ceux qui ont des équipes comprendront, c'est chiant. Pour moi, c'est rentable, je le fais parce que j'adore le consulting, mais j'ai envie de garder ces brands. Et aussi, j'ai un peu la pression. Je me dis, attends, je suis en train de teacher, on va en faire des brands. Je les montre pas toutes, j'ai des trucs qui marchent très bien. De toute façon, les gens avec qui je travaille le savent très bien, les gens du programme savent très bien que... Mais ouais, je me dis, là, du coup, comme tu dis, je me teste mes compétences en NFT, qui sont du coup pas mal les mêmes que j'ai pu développer en marketing, en consulting ou en e-com. Et qu'est-ce que c'est plus fun, putain, c'est... Alors, renouveau, c'est, l'excitation je sais pas, Ah ouais! La dernière fois que j'ai travaillé comme ça, c'est quand je lançais mes premiers business à Bali, c'était les premières ventes. Donc moi, je vois tout l'avantage de ce que je kiffe dans l'entrepreneuriat, la créativité, le défi, le challenge, le networking, sans les inconvénients. Et on a de la chance que le premier projet qu'on a envoyé, il soit en buzz complet. L'équipe avec qui on gère ça est ouf, ça fait trop plaisir de travailler avec eux. Et on s'attendait pas à quelque chose comme ça, ouais. Donc ouais, super content. Honnêtement, si ça se passe bien, je pense que du coup, je vais revendre un peu mes marques prématurément. J'en garderai une parce que valeur sentimentale. Mais c'est tout. Ok. En tout cas, Swan, merci pour cette interview. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes pour tout ton parcours.
Si j'avais peut-être une dernière question, tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que tu arrives déjà à visualiser aussi loin? Alors, je visualise pas aussi loin. Honnêtement, ouais, pour moi, chaque étape, en tout cas, je le vois comme ça, chaque étape que je fais dans l'entrepreneuriat, c'est juste une manière d'avoir, de développer des skills, de monter en niveau, d'avoir plus de contacts, d'être un entrepreneur plus complet au final. Et je pense que même si j'ai des idées aujourd'hui, c'est un peu dur de prévoir. Je sais que voilà, je vais essayer de faire le maximum pour développer le plus mes compétences et être un meilleur entrepreneur. Après, je pense honnêtement que les gens qui changent un peu les choses aujourd'hui, c'est des entrepreneurs, Musk, etc. C'est pas forcément des politiques ou le reste du monde, des personnes qui sont mieux en tant qu'exécutants. Donc ouais, pourquoi pas sur des startups. Enfin, j'ai envie de résoudre des problèmes, j'ai envie de le faire d'une manière fun, j'ai envie de pouvoir être créatif. Donc peu importe l'opportunité qui se présente, voilà, du moment que je peux, comme je le fais aujourd'hui en e-com, en consulting ou en crypto, NFT, du moment que je peux faire ce qui m'éclate et le faire de manière créative. Et peut-être où on peut te retrouver maintenant sur est-ce que ta formation est ouverte au public? Est-ce que c'est voilà, je sais plus. Ouverte au public, non, on trie pas mal, c'est aussi comme ça qu'on garde une commu cool. Puis encore une fois, on fait pour le côté fun plus que pour voilà, le côté mass market, etc. Même si c'est un business en soi. Donc sur mon Insta, Swan Kenzo, et si y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont fait plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce ou en dropshipping et qui ont envie de passer sur un business plus long terme et de faire les choses voilà un peu mieux. Ouais, du coup vous pouvez aller sur le site, je suis en train de réfléchir, je suis un peu fatigué. Sur le De site toute façon, on Brabus mettra tout Media, ça en lien en description et voilà, toutes les informations. brabusmedia.com, vous réservez un call avec mon équipe, on analyse un peu où vous en êtes, est-ce qu'on peut vous aider ou pas, et si c'est le cas, let's go. Ok, merci Antoine en tout cas, et puis je te souhaite que tout le meilleur pour ta suite. À toi aussi. J'espère que cette interview t'a plu. N'hésite pas à aller voir dans la description, tu trouveras tous les liens pour rejoindre la formation de Swan et pour en savoir plus sur son projet NFT. Sinon, on est vidéaste et on réalise les vidéos publicitaires pour les marques e-commerce et les startups sur Facebook Ads. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ce sujet, n'hésitez pas à aller dans la description, il y aura un lien pour aller sur le site et réserver un appel de découverte. Sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, on essaye de tenir la cadence de une vidéo par semaine. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.